J'ai sauté de la voiture, tout mon corps a été brûlé. Réponds à ma question, toi. Quel est l'intérêt de filmer un lieu d'attentat et de montrer ça à tout le monde? Dis-moi. Sécurité, full auto, coup par coup. Quand la situation exige l'utilisation de nos armes, bien sûr on les utilise. Le danger ici, c'est Al-Qaïda. Moi, je veux plus vivre. Ma vie a été détruite par la mort de mes 5 fils. Si les terroristes vous attaquent ou vous résistent, vous avez le droit de les blesser ou de les tuer. Ils étaient en train de torturer mon fils pour que je paye une rançon. Il prie, il tue des gens, surtout les chrétiens. Est-ce que tu as fait d'autres attentats? J'en ai fait plein d'autres. Je suis irakien, c'est une campagne irakienne et je suis contre le terrorisme. L'Irak, 9500 morts en 2013. Chaque jour, les kamikazes et les voitures piégées. Les terroristes sunnites veulent renverser le pouvoir chiite. Ce qui frappe en arrivant à Bagdad, c'est le nombre de barrages sur les routes. L'armée, la police, les milices, impossible de circuler sans être contrôlé. Nous sommes sur la route de l'aéroport, l'une des plus dangereuses d'Irak. Sur ce parking, où il est strictement interdit de filmer, ces taxis un peu particuliers, les voitures blindées des compagnies de sécurité. Thierry est le directeur des opérations de l'une d'elles, un ancien des commandos de marine. Les risques ici sont les risques inhérents à tout déplacement dans Bagdad. Ce sont les car bombes, les sticky bombes, les IED, c'est-à-dire tous les engins improvisés explosifs. C'est pour ça qu'ici on se met en open air. Avant on se mettait sous la protection du préau, mais ça a explosé. Combien de morts? 6, 7. Ce ne sont pas en général des opérations de grande ampleur, ça vise juste, c'est des opérations de harcèlement constamment sur les forces de sécurité, sur tout ce qui peut être apparenté à des intérêts étrangers. C'est constant, de manière à saturer à la fois les services de police, les services de sécurité et les services de santé. Ça, c'est une Kalachnikov, c'est une Zastava en fait, une Zastava M92, c'est yougoslave. On a tous à peu près ça, un peu plus long, un peu plus court. C'est porté en condition to, c'est-à-dire non chambré, non armé et approvisionné, chargeur garni. Il a combien de chargeurs là? 3. Le client arrive. Il reste plusieurs jours à Bagdad. Pour aller au centre-ville en blindé, 1 000 € les 20 km. Il souhaite aussi une protection rapprochée, 2 500 € par jour. Le client, c'est Loïc, responsable de la sécurité d'une entreprise française. On organise un training sécurité pour nos employés. On a été victime d'un incident sécuritaire assez important il y a quelques jours. Je pense que c'est quelque chose de relativement classique à Bagdad. C'est un de nos collaborateurs qui a eu un engin explosif accroché sous sa voiture et heureusement ça a explosé quand il n'était pas dedans. Donc on ne sait pas si c'était voulu que ça explose une fois qu'il était sorti ou si c'était simplement une défaillance du système. Et donc on a jugé utile de faire une petite session de sensibilisation avec notre partenaire local. Donc là le but de la formation c'est un petit peu de leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vérifier que leur véhicule n'est pas piégé avant de le prendre le matin quand ils partent au boulot. C'est certain que la situation sécuritaire est un frein aux activités et on n'a pas beaucoup d'employés qui acceptent de venir à Bagdad toutes les semaines pour des missions de business développement comme dans les autres pays du monde. La formation anti-attentat a lieu dans un endroit ultra protégé. Mur anti-explosion et garde prêts à tirer. Nous entrons au Centre français des affaires qui aide les entreprises françaises à s'installer en Irak.
Yasser va animer la formation, c'est un miraculé. J'étais juste avant un barrage de police, à 500 mètres à peu près. Et là, j'ai entendu une énorme explosion à l'intérieur de ma voiture. À ce moment-là, je ne comprenais vraiment pas ce qu'il se passait. Je croyais qu'une voiture piégée avait sauté à côté de moi. Je n'avais pas réalisé que c'était une bombe placée sous ma voiture. J'ai ouvert ma portière. C'était difficile. J'ai poussé de toutes mes forces. J'ai sauté de ma voiture, tout mon corps était brûlé. J'ai essayé d'éteindre les flammes sur moi en me roulant dans la poussière. Je voyais la police au loin. Elle restait au barrage. Pas un policier n'est venu m'aider. Ils n'ont même pas appelé d'ambulance. Je les appelais, mais ils ne venaient pas. Ils avaient peur de moi. Heureusement, un civil de 40-45 ans m'a dit « Allez, viens, monte dans ma voiture, je t'emmène à l'hôpital. » J'étais blessé partout. J'avais la main brûlée, les jambes aussi. J'ai perdu mon pouce pendant l'explosion. Un morceau de métal m'a arraché directement le doigt. Tout le monde sait que Yasser a failli mourir. Lorsqu'il explique comment éviter un attentat, on l'écoute attentivement. Les terroristes mettent souvent les bombes dans un paquet en carton, dans des colis ou dans une enveloppe envoyée à l'entreprise. Donc, soyez toujours très attentifs au courrier. Moi, j'ai été gravement blessé. J'ai perdu un doigt et j'ai passé 6 mois à l'hôpital. Tout ça parce que je n'avais pas pensé à vérifier ma voiture avant de partir. Donc, ne vous dites jamais « c'est bon, je suis en sécurité car je n'ai de problème avec personne ». Parce qu'en fait, la cible des terroristes, ce n'est pas vous, c'est l'entreprise. Après la formation, nous retrouvons Thierry. Entre deux clients, il vérifie son arme. Full auto, coup par coup. En ce moment, c'est un peu délicat parce que depuis 4 mois, il y a une hausse des attaques. On est en train de se retrouver dans des situations de type 2008. C'est-à-dire pendant longtemps, il y avait entre 200 et 300 morts à Bagdad, ce qui est regrettable, mais qui est considéré comme des mois normaux. Et depuis 4 mois, on arrive à quasiment plus de 1000 morts par mois. Donc on est loin encore des scores de 2006-2007 où on atteignait 3000 morts par mois, mais ça commence à être en augmentation. Voici le deuxième client de la journée, Pascal, vendeur de centrales électriques. La reconstruction de l'Irak est estimée à 450 milliards d'euros. Participer à ce marché du siècle vaut bien quelques risques. Quand on travaille dans un pays, il faut y aller, évidemment. Personnellement, ça fait 2 fois en 15 jours. On essaye de faire en sorte que les déplacements soient les plus courts possibles. On sait qu'il y a 30 morts par jour actuellement, donc on a des mesures de sécurité drastiques. Personnellement, je ne dirais pas que j'ai peur, parce que je sais que ces mesures sont bonnes. Mais on ne sait jamais, oui, c'est vrai, il faut toujours être vigilant. Ce matin-là, Pascal a un rendez-vous très important. On va au ministère de l'énergie, enfin de l'électricité, plus précisément. Pourquoi faire? Pour vendre des centrales. C'est une voiture blindée, vous voyez. Donc ça, c'est pas très épais. Vous voyez, ça, c'est les vitres. Donc tout ça, c'est par balle. Et la procédure est très précise. Il y a une voiture comme ça, une voiture d'escorte, à chaque fois. Il espère bien décrocher un gros contrat. Pour l'aider, Pierre Bouchèze fait son maximum. Il dirige le Centre français des affaires, des bureaux, un restaurant et 16 chambres, en toute sécurité. C'est un poste de contrôle et de sécurité. Donc endroit stratégique. Salam alaikum. Ce sont les yeux, nos yeux. Alors, vous avez toute la périmétrie de notre implantation. Toutes les caméras ne laissent aucun angle mort. Nous avons donc des dômes qui nous permettent de voir à 360 tout autour. Là, on vous montre un de nos moyens. Il y a d'autres moyens plus sophistiqués qu'on ne dévoilera pas, puisqu'on s'adapte au fur et à mesure de l'évolution, justement, dans le contexte sécuritaire. Là, vous avez donc l'arrière de notre bâtiment. Vous voyez, donc on arrive quand même à voir tous les détails, toutes les personnes qui pourraient essayer de viser, ou un tireur embusqué ou autre, vous voyez, donc on peut déjà, depuis là, donner des indications sur la direction et l'endroit.
Vous avez ici le sas d'entrée, qui permet donc le contrôle, là au milieu. Les portes ne s'ouvrent que si le contrôle est bon. La vidéosurveillance permet d'analyser le mode opératoire d'Al-Qaïda. C'est la première fois que cette vidéo est diffusée. Gros plan sur ces deux hommes. Ils arrivent tranquillement à pied. Ils s'approchent d'un poste de police, ils le contournent et ils abattent froidement un policier. Ce minibus blanc les évacue. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. Les policiers se précipitent, armes à la main, à la recherche des terroristes. Et soudain, un colis piégé, 2 attentats au même endroit, la signature d'Al-Qaïda. À Bagdad, une journée se termine rarement dans le calme. Une voiture vient d'exploser. Nous sommes rapidement sur les lieux. Interdiction de filmer, car selon le gouvernement, la situation sécuritaire est sous contrôle. Nous tournons donc en caméra cachée. Il y a 4 morts et 14 blessés. Nous profitons de la nuit tombante pour franchir plusieurs barrages militaires. Nous approchons de la voiture piégée. La voici. De toutes les façons, vous la presse, vous ne faites que du bruit. Tu entends? Toi, tu laisses mes hommes réparer les dégâts. Tu les laisses nettoyer la rue et reconstruire le mur. Ensuite, tu pourras filmer. Monsieur, s'il vous plaît, pendant que vous nettoyez, on veut tourner. On a l'autorisation du commandant de la sécurité. Ça, je m'en fous. Je te l'ai déjà dit, je ne te laisserai pas filmer avant d'avoir tout nettoyé. Tu veux filmer après un attentat et montrer les images? Quel est ton intérêt? Justement, on veut montrer que les terroristes font des attentats. Là, tu réponds pas à ma question. Alors, s'il te plaît, réponds à ma question. C'est quoi ton intérêt de tourner un lieu d'explosion et de montrer ça au monde entier? À l'écart de son colonel, ce militaire raconte. Quand je suis arrivé dans cette rue, elle était bloquée par une voiture. J'ai demandé au conducteur de se pousser et à ce moment-là, une voiture piégée a explosé. Elle était juste à côté de nous, en sens opposé. J'ai été légèrement blessé au ventre et à la jambe. Les Bagdadis refusent la loi du silence après chaque attentat. Hamid n'hésite pas à témoigner. Toutes les fenêtres de sa maison ont volé en éclats. Ça a fait un bruit énorme, comme à chaque fois. Je suis tout de suite sorti pour voir ce qui se passait. J'ai vu des cadavres partout et une grande quantité de sang par terre. La police, les ambulances et les pompiers sont arrivés rapidement. La situation était tragique. J'avais peur d'un deuxième attentat. Alors je suis vite rentré chez moi pour me protéger. Ces attentats sont souvent revendiqués par la branche irakienne d'Al-Qaïda. Traquer les terroristes, c'est la mission de la 17e division d'infanterie. Le général Atbi et le colonel Khaled. Ils commandent 15 000 soldats en pleine zone d'Al-Qaïda au sud de Bagdad. Ils ont trouvé des ceintures d'explosifs dans un village. Le général Atbi donne ses consignes au colonel Khaled. Retournez sur les lieux et arrêtez les terroristes. Il faut d'abord bien encercler la cible et ensuite envoyer des soldats pour l'attaquer. Oui, chef. Il y aura sûrement des terroristes là-bas. Oui, chef. Si les terroristes vous attaquent ou s'ils vous résistent, vous avez le droit de les blesser ou de les tuer. Oui, chef. Le convoi se forme. Une quinzaine de blindés. En 6 mois, le colonel Khaled et ses hommes ont tué 12 terroristes. En représailles, 11 membres de sa famille ont été exécutés. Il refuse d'en parler, préférant rester concentré sur sa mission.
Les risques les plus importants, ce sont les engins explosifs. On ne peut pas entrer avec nos véhicules dans certains endroits. On est souvent obligé de continuer à pied. Et sur ces chemins-là, les terroristes mettent leurs bombes. Et ils piègent aussi leurs maisons. Et après l'explosion, pendant qu'on évacue nos morts et nos blessés, ils en profitent pour prendre la fuite. Ça fait plusieurs années qu'on se bat contre le terrorisme. On a pas mal d'expérience maintenant. On connaît bien leurs techniques. Quand on veut attaquer leur base, on préfère circuler sur les routes secondaires. C'est comme ça qu'on les surprend. Ils ne s'y attendent pas, si Dieu le veut. Le convoi avance à découvert. Cible idéale pour des lance-roquettes. Les blindés s'arrêtent. Les soldats descendent. Ils nous montrent ce cratère noir au bord de la route. C'est ici qu'ils ont enterré la bombe pour qu'elle explose au moment de notre passage. La semaine dernière, Haider, l'un des leurs, est mort sur place, le corps déchiqueté. Au moment de repartir, au loin, plusieurs hommes s'enfuient. On a prévenu les habitants. Quand vous nous voyez, vous restez où vous êtes. Ne prenez pas la fuite. Si vous prenez la fuite, on vous considère comme des terroristes et on vous tire dessus. Quand les terroristes voient notre convoi, ils s'enfuient parce qu'ils savent que leurs noms sont sur notre liste de suspects. Nous arrivons où les ceintures d'explosifs ont été trouvées. Déploiement et encerclement. Vérifiez toutes les maisons. Cherchez dans toutes les maisons. Le groupe Foudre, allez-y, vous encerclez les maisons. Fouillez bien à l'intérieur. Allez-y, allez-y. Placez-vous à côté des portes et à chaque angle. 4 suspects sont arrêtés. Lieutenant, prends le groupe Foudre avec toi et fouille la deuxième maison. Il s'appelle Ahmed Hadi Aboud, c'est un terroriste. Tu fabriques des bombes? Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait. N'aie pas peur. Tu fabriques des bombes? Non, je n'ai rien fait. Il dit qu'il est innocent, mais selon nos renseignements, c'est un terroriste. Le colonel dit que je suis un terroriste. On va vérifier son nom. Si on ne le trouve pas sur la liste des suspects, on le libérera. Je suis suspecté de terrorisme. Tu fais quoi comme travail? Je suis fermier, tout va bien. L'armée est là pour protéger les gens. Quel est son nom? Omar Hadi Yacoub. Et l'autre? Ahmed Hadi Yacoub. Chef, leurs noms ne sont pas sur la liste des suspects. Mais le troisième, là, Abrahim Arak, il figure bien sur la liste. Celui-là est suspect, les autres non. On va leur présenter nos excuses et on les laisse partir. J'ai déjà été en prison après un procès. J'ai été emprisonné 2 fois, en septembre et en décembre 2011. On va vérifier tout ça parce que l'information qu'on a, c'est qu'ils continuent à fabriquer des bombes. 3 suspects sont relâchés. Pas le 4e. Le colonel Khaled va vérifier s'il fait partie des évadés de la prison d'Abu Ghraib. L'été dernier, Al-Qaïda l'a attaqué. 41 morts et 800 islamistes en fuite. Aujourd'hui, les résultats sont bons. On a arrêté un suspect. Il va avouer, il va nous donner des renseignements sur son groupe, sur ses collègues, sur les bombes et sur les armes, sur les munitions qu'ils utilisent.
Retour à la base. Quelques tirs sur des fuyards et une arrestation de plus pour le colonel Khaled. En 6 mois, il a interpellé 411 terroristes et découvert 207 caches d'armes. Nous quittons les zones sunnites d'Al-Qaïda pour le fief chiite de Sadr City. Les chiites représentent 60% de la population. Sur ce marché, en septembre dernier, un attentat a fait 150 morts et 200 blessés. Parmi eux, Ali. Il a perdu 7 de ses amis. Quand je me suis approché de la tente, la première bombe a explosé. L'explosion a tout détruit. Avec d'autres personnes, j'ai couru vers la tente pour évacuer les blessés. Et c'est à ce moment-là que la deuxième bombe a explosé. Un passant filme la deuxième explosion. J'étais blessé. J'avais beaucoup de blessures sur ma main, mes doigts, ma jambe, mon dos et mon ventre. J'ai perdu connaissance, on m'a transporté à l'hôpital et j'ai vu qu'il était rempli de blessés. Le but des terroristes, c'est que les chiites ne pratiquent pas leurs rituels religieux. Le kamikaze a été arrêté juste après l'attentat. Nous nous sommes procuré les images de son interrogatoire par la police. Raconte-moi comment vous avez préparé l'attentat. Donne-moi des détails. Ça s'est passé entre 15h et 15h30. Majed et moi, on est arrivés sur le lieu de l'attentat. J'avais la bombe dans un sac. Je me suis approché de la tente et j'ai posé le sac à côté du générateur. Puis, je me suis éloigné de la tente et Majed est rentré chez lui. Tu avais quoi sur toi? J'avais une télécommande noire avec 2 boutons. Elle était dans ma poche. Ils t'ont payé combien pour cette opération? Entre 400 et 500 euros. Est-ce que tu as fait d'autres attentats? Oui, j'en ai fait beaucoup. Pour éliminer les kamikazes sunnites et protéger les chiites, les combattants de l'armée du Mahdi sont prêts à mourir. Ils acceptent de nous recevoir. Les kalachnikovs sont sous le matelas dans la chambre des enfants. Ils sont 30 000 et ils se battent aussi avec Bachar al-Assad en Syrie contre les sunnites et Al-Qaïda. Leur maître est Moqtada al-Sadr. Leurs visages resteront cachés et leurs armes chargées. Ils se méfient toujours des inconnus, soupçonnés de faire du renseignement pour les sunnites. Quand la situation exige l'utilisation de nos armes, on les utilise. Par exemple, quand on arrête un terroriste et qu'il nous tire dessus. Il arrive aussi qu'on remette les suspects aux forces de l'ordre. Et quand un terroriste résiste à l'arrestation? Si un terroriste résiste à l'arrestation, on utilise nos armes, on lui tire dessus. C'est légal. Il est terroriste, il ne mérite pas de vivre parmi nous. En plus, les policiers ne sont pas efficaces. Ils sont corrompus. Par exemple, le terroriste qui a fait le dernier attentat chez nous, à Sadr City, il a dit qu'il avait facilement traversé les barrages de police avec sa voiture piégée après avoir donné de l'argent aux policiers. Sous leur contrôle, nous assistons à la grande prière de rue de Sadr City. Chaque vendredi, le risque d'attentat est élevé dans ce quartier où vivent 2 millions de chiites. Les combattants du Mahdi et l'armée irakienne sont partout. Parmi les fidèles, Hammer. Il lance l'appel à la prière. Ces derniers jours, on a été attaqué 2 fois. Dans une rue, pas loin d'ici. J'ai cru que l'explosion venait d'une voiture piégée, mais quand je suis arrivé sur les lieux de l'attentat, il n'y avait aucune trace de bombe. C'étaient 2 kamikazes avec des ceintures piégées qu'ils ont fait exploser l'une après l'autre. Malheureusement, il y a eu plusieurs victimes. Au premier rang, Cheikh Al-Saadi, l'un des imams influents de Sadr City.
Il est chiite comme le Premier ministre, et pourtant, il dénonce l'inefficacité de son gouvernement. L'avenir de l'Irak dépend de la loyauté des hommes politiques envers notre pays. Si les membres du gouvernement continuent à être divisés et inconstants, l'insécurité sera encore plus importante et l'avenir du pays sera de plus en plus sombre. Mais si enfin ils s'unissent pour protéger le peuple et pour le bien de l'Irak, c'est une certitude, la sécurité dans le pays s'améliorera, si Dieu le veut. La réconciliation avec les sunnites est encore loin. Une fois, un sunnite m'a dit « Vous les chiites, vous irez tous en enfer parce que vous n'avez pas la même croyance que nous. » Je lui ai dit « D'accord, laisse-moi aller en enfer et vas-y toi au paradis. » Je peux débattre sans fin avec lui, mais on ne parviendra jamais à s'entendre. C'est une impasse, ça n'a aucun sens. Je ne veux pas être préoccupé par ces choses insignifiantes et sans valeur. Après la prière, nous accompagnons Amer chez lui. Il retrouve ses enfants. Chaque jour, il les aide à faire leurs devoirs. Tu as compris la question? Oui, c'est des maths. Est-ce que l'angle K est inclus dans le carré? Oui. Il faut aussi trouver la mesure de l'angle. Quand j'entends qu'il y a eu un attentat, je pense tout de suite à mes enfants. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Je ne peux pas m'empêcher d'aller à l'école pour vérifier, mais il faut bien qu'ils étudient. Je m'inquiète beaucoup quand ils vont à l'école. Que Dieu les protège. Lors de la dernière explosion, j'étais à l'école et j'ai eu très peur pour mes parents et pour mes frères. J'ai cru que l'explosion était à côté de la maison. J'avais peur pour ma famille. Mais quand je suis rentré, mon grand-père m'a rassuré et il m'a dit que tout allait bien pour tout le monde. Mais je ne veux pas quitter l'Irak. Je veux continuer à vivre ici. Personnellement, je ne dis jamais que les sunnites sont derrière tous les attentats. Les auteurs de ces attentats, ce sont des terroristes venus de l'étranger. Ils veulent séparer le peuple et créer un conflit politique interne. Nous sommes frères, nous sommes tous nés ici. Nous avons tous vécu ici. Et nous sommes même mariés avec des membres des familles sunnites. Nous avons grandi ensemble dans ce pays. Il n'y avait aucun problème entre nous auparavant. Nous ne laisserons jamais les terroristes arriver à leur but. Le lendemain, Amer est en pleine Ashura, la grande fête chiite. Je fais le service pour les pèlerins qui fêtent l'imam Hussein. Je distribue des gâteaux et du thé. Tout est gratuit et ça va durer 30 jours, jusqu'au pèlerinage sur le tombeau d'Hussein. Un hommage à l'imam Hussein, tué en 680 par les sunnites. Pour l'Ashura, les chiites doivent saigner. En cette période de fête religieuse, la vente d'alcool est encore plus dangereuse que d'habitude. En vendre ou en acheter est interdit. Nous filmons en caméra cachée. Ce magasin clandestin a été attaqué plusieurs fois par des milices chiites et sunnites. Bonjour, je voudrais acheter du vin. Viens, entre. Regarde tout ce qu'on a. Qu'est-ce que vous avez comme vin rouge? Viens, regarde. On a plusieurs sortes de vins. Par exemple, on a ça. On a aussi ça. Du vin français, du vin libanais, à différents prix. La première bouteille, là, est à 12 €. La deuxième à 10. Tu veux une bouteille ou un carton? Je prends un carton de vin libanais et un carton de vin français. On trouve de tout, de la bière portugaise ou libanaise, à 1 € la bouteille. Malgré les risques d'attentats, les clients se bousculent. De nombreux chrétiens, mais aussi des musulmans. C'est pas dangereux de venir acheter de l'alcool?
Bien sûr que si, mais ce magasin, c'est le seul ouvert. Je suis venu de très loin pour acheter de l'alcool. C'est pas trop dangereux de vendre de l'alcool en ce moment? Si, ils ont tué 2 vendeurs il y a une semaine. 2 vendeurs? Oui, et l'un des 2 était un de nos vendeurs. Il a été tué il y a 2 jours. Il avait une épicerie et quand ils ont su qu'il vendait de l'alcool en cachette dans son magasin, ils l'ont tué. Nous quittons ce magasin clandestin pour une autre cible de choix des terroristes. Le marché aux livres d'Al-Mutanabi. L'armée surveille de près ce rendez-vous des intellectuels irakiens. Pour empêcher les attentats, certes, mais aussi pour ficher les opposants qui ont l'habitude de s'y retrouver. Les laïcs et surtout les communistes. À l'entrée du marché, le café Al-Shabandar, le plus célèbre d'Irak. Toute l'histoire du pays est en photo sur ses murs. Des documents que les clients confient précieusement à Mohamed, le patron depuis 1963. On vient de loin pour parler politique, en fumant lentement la chicha ou en buvant ce thé très sucré. Au mur, Mohamed tient à nous montrer 5 photos. Ce sont les photos de mes 5 fils. Ils sont morts le 5 mars 2007. Une voiture piégée qui a explosé. J'étais ici et la voiture qui a explosé était là, juste à côté de moi. Tous les murs du café se sont effondrés. J'ai entendu les cris de mes fils, mais je n'ai rien pu faire pour eux, ils étaient sous les décombres. Depuis ce jour, j'ai perdu le goût de vivre. Ma vie a été anéantie par leur mort. Je ne souhaite qu'une chose, mourir le plus vite possible pour les rejoindre au paradis. Mohamed reçoit tout le monde, même les femmes que l'on voit rarement dans les endroits publics. Sama est poète et écrivain. Au Shabandar Café, elle se sent respectée. Je n'ai pas peur de venir ici. La rue Al-Mutanabi est une rue sacrée pour les Irakiens. Les gens qui viennent ici sont des intellectuels. Ils sont cultivés, respectueux et très inquiets de la situation du pays qui est de pire en pire. En toute sincérité, je ne vois aucune amélioration à l'horizon. On vit une semaine plutôt calme et la semaine qui suit est catastrophique. On ne peut même pas marcher dans les rues. Il n'existe aucune sécurité. La sécurité, les Baghdadis ont du mal à comprendre qui en est chargé entre l'armée, les milices ou la police. Certains en regretteraient presque l'époque de Saddam. Avant la guerre de 2003, pour arrêter quelqu'un, la police se renseignait d'abord sur la personne à la mairie. Puis l'arrestation se faisait avec le responsable administratif du quartier, que tous les habitants renseignaient et connaissaient. Aujourd'hui, toute cette procédure a disparu, on ne sait plus qui arrête qui. C'est pour ça que j'ai remplacé la sonnerie de ma maison par une caméra de surveillance. Parce que je ne sais pas si la personne qui sonne est un policier ou si c'est un criminel qui veut me tuer et tuer ma famille. Donc je regarde avec la caméra, et si je ne connais pas, je n'ouvre pas la porte. Direction maintenant les quartiers sunnites. Notre guide est dans cette voiture blanche. Nous arrivons devant un mur couvert d'impacts. Il prend de gros risques rien qu'en nous le montrant. Notre traducteur nous explique pourquoi. Très difficile de filmer ici. Ici, oui. Ici, vous voyez les traces d'un mortier. Le gouvernement considère tous les gens qui cherchent les traces de violence comme des choses qui sont contre le gouvernement, qui n'est pas capable de contrôler le pays. Si jamais on découvre que lui, il nous a montré ces endroits, oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Le gouvernement, dès qu'il trouve quelqu'un filme, il cherche qui c'est qui les a amenés et il les arrête. Donc là, montrer une petite trace d'impact de mortier ici, voilà. C'est la prison. Oui. Nous sommes dans le quartier de Dora, un quartier sunnite infiltré par Al-Qaïda. Impossible d'y entrer sans protection.
Notre guide est Youssouf, le chef local de la milice du Sarwa. 90 000 combattants sunnites anti-Al-Qaïda. Voici l'un de nos barrages. On a 2 combattants ici. C'est aussi leur chambre, ils dorment là. Il n'y a pas de lumière car on n'a pas d'électricité aujourd'hui. C'est le barrage du quartier 806. En tout, 5 combattants se relaient jour et nuit. Et j'en ai encore 8 autres au barrage à l'entrée du quartier. Et j'ai aussi mes 2 gardes du corps, toujours avec moi. Sa milice était longtemps alliée d'Al-Qaïda. Et ses hommes en étaient parfois membres. Surveille bien ce côté-là jusqu'au bout de la rue, comme d'habitude, et reste très attentif. Toi, Omar, regarde plutôt vers là-bas. Mais Youssouf et le Sarwa ont accepté de l'argent et des armes des chiites comme des États-Unis. Même s'ils sont sunnites comme eux, Al-Qaïda a décidé de les éliminer. Et ils nous menacent sans arrêt, ils mettent des bombes sous nos voitures. Et ils nous attaquent souvent, même en pleine nuit. Il y a 2 jours, dans la rue juste derrière, un terroriste a fait sauter une voiture. Toute la famille qui était dedans est morte. Contrairement au discours rassurant du gouvernement chiite, Al-Qaïda est présent partout en Irak, jusqu'en plein centre de Bagdad. Bien sûr qu'Al-Qaïda existe dans la plupart de nos quartiers. Al-Qaïda fait ses attentats bien tranquillement. En fait, personne ne les surveille vraiment. Avant, mes hommes du Sarwa étaient partout en ville. C'était impossible pour les terroristes d'Al-Qaïda de fabriquer des bombes et de les poser. Mais maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont enlevé mon grand frère en 2007, en pleine rue, dans sa voiture. Et depuis ces temps, rien. Je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Maintenant que nous sommes protégés par les miliciens du Sarwa, nous pouvons entrer dans le quartier. Il y a moins de risques d'attentat aujourd'hui, car c'est un jour de fête, c'est le Nouvel An. Cher Salim, le sunnite, nous reçoit chez lui. Bonjour. Bonne année et meilleurs vœux. Tous mes meilleurs vœux. Bonne année à toi, meilleurs vœux. Toute la famille se souhaite la bonne année autour du gâteau. Des vœux de paix et surtout de retour au pouvoir pour la minorité sunnite qui dirigeait l'Irak d'une main de fer sous Saddam. On chante pour un avenir meilleur, sans oublier le passé dévastateur. Un matin, mon beau-frère est parti acheter du pain pour sa famille. Quand il est arrivé à la boulangerie, une voiture s'est arrêtée à côté de lui. 3 personnes armées en sont descendues. Ils ont d'abord essayé de l'arrêter. Ensuite, ils ont voulu le mettre dans le coffre de leur voiture, mais il a résisté. Alors ils l'ont tué devant tout le monde avec un pistolet silencieux. Ça me fait vraiment mal au cœur quand je regarde sa photo. Il essayait d'être gentil avec les gens de la communauté chiite. Il faisait la prière avec eux dans leur mosquée. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont trahi, ils l'ont tué. Les chrétiens sont aussi victimes de cette guerre. Il y a 10 ans, ils étaient plus d'1 million en Irak. Ils sont moins de 400 000 aujourd'hui. Monseigneur Pio, c'est leur porte-parole. Ces dernières années, 61 églises ont été attaquées, notamment celle de Karada en 2010. 47 morts en pleine messe. Monseigneur Pio a survécu, il a pris ses photos, il en a fait ce livre. Ce sont les photos des martyrs dans l'église. On a attaqué l'église, le terrorisme. C'était 5 terroristes. 2 étaient morts avant d'entrer à l'église et les 3 étaient dans l'église même. Voilà le prêtre, et aussi le voilà. Et vous allez voir aujourd'hui
des familles, des parents, des martyrs seront présents dans la prière. Et avec les parents des petits, le petit Adam, de 3-4 ans. Ils seront ici à la prière aujourd'hui. Ils se sont fait exploser dans l'église, les terroristes? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, les terroristes? Ils prient, ils tuent des gens. Surtout les chrétiens. Pourquoi? On ne sait pas. Les noms des 47 victimes sont lus à chaque messe par leur famille. Les chrétiens représentent maintenant moins de 2% des Irakiens. Face à ce qui est fait contre les chrétiens au Moyen-Orient, face à l'oppression, à l'injustice et au blasphème, on a besoin de croire encore plus en Dieu. Une croyance encore plus forte, une croyance encore plus profonde. Parmi les fidèles, Jalal. Son frère et son neveu sont morts dans l'attentat. Je ne quitterai jamais l'Irak. Je suis né ici, j'ai étudié ici, je me suis marié ici, j'ai vécu toutes les guerres. Non, je ne partirai pas, même si 37 de mes proches et amis sont partis. Moi, je ne pars pas. Et expliquez-moi comment les terroristes sont entrés à Karada pour se faire exploser. Plusieurs membres du gouvernement irakien habitent ici. Comment les terroristes sont-ils entrés avec leurs explosifs, leurs armes, leurs grenades, leurs lance-roquettes, leurs kalachnikovs? Hein? Comment ont-ils fait? Comment des voitures bourrées d'explosifs passent-elles plusieurs fois par jour les centaines de barrages dans Bagdad? Pour le comprendre, nous retrouvons le colonel Khaled de la 17e division d'infanterie. Comme souvent, il installe un point de contrôle improvisé. Quand les terroristes veulent faire un attentat en ville, pour faire passer leurs voitures piégées, leurs bombes et leurs kamikazes, ils ne prennent pas la route principale, ils prennent les rues secondaires. L'une des missions de notre régiment est de faire des barrages mobiles pendant 2 heures environ. On se met dans les rues secondaires pour perturber et surprendre les terroristes. S'ils apprennent qu'il y a un barrage dans cette rue, ça les oblige à annuler leurs attaques. Et les jours où on fait ça, il y a très peu d'attentats. Je soutiens les soldats, je suis d'accord avec eux pour ces barrages, c'est pour notre sécurité. Ça ne me dérange pas, c'est pour nous protéger des voitures piégées et des kamikazes. Il faut faire plusieurs barrages partout en ville pour protéger tous les habitants. Le problème, c'est que chaque véhicule est contrôlé par ce gadget totalement inutile. Ce sonar détecte les bombes, les explosifs et le TNT dans les voitures piégées. Si l'aiguille bouge, c'est qu'il y aurait une trace d'explosif. Mais tous les Irakiens le savent, ce n'est qu'un détecteur de balles de golf, bricolé par un Britannique condamné à 10 ans de prison pour escroquerie. Acheté 10 €, revendu 23 000 € à une quarantaine de pays, dont l'Irak, qui refuse de s'en séparer. L'Irak ne dispose donc d'aucun système efficace pour détecter les explosifs. Le convoi blindé est donc la meilleure protection, notamment pour les chefs d'entreprise. Nous arrivons à la chambre de commerce de Bagdad. L'immeuble semble abandonné. Des poules picorent dans le hall d'entrée. Rajeb représente 23 000 hommes d'affaires. Il développe le secteur privé, très faible en Irak, et il lutte contre la corruption généralisée. L'Irak est le 3e pays le plus corrompu au monde, après la Somalie et la Birmanie. Il y a une répartition injuste des contrats pour la reconstruction du pays. Ces contrats sont comme par hasard toujours réservés à des investisseurs précis, souvent les mêmes.
Pourtant, il y a beaucoup d'hommes d'affaires et d'entreprises irakiennes capables et compétents pour ces grands projets. Mais leurs chances d'obtenir ces contrats sont quasi nulles. Ce n'est vraiment pas normal. À cause des pots de vin et des liens de parenté? Oui, exactement. L'autre hantise des chefs d'entreprise, souvent en pleine rue, les enlèvements crapuleux avec demande de rançon. Une quinzaine par mois. Ce cauchemar, Rajeb l'a douloureusement vécu. Mon fils a été enlevé à côté d'une de mes usines. Ces kidnappeurs m'ont appelé par téléphone. Et ils m'ont fait écouter ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de torturer mon fils pour que je paye. Après négociation, j'ai accepté de payer une rançon. La rançon était de 30 000 €. J'ai payé et mon fils a été relâché le soir même. Par peur des représailles, rares sont ceux qui osent publiquement prendre la parole. Ali est l'un de ceux-là. Sa photo est affichée partout dans Bagdad. Il a créé une association de lutte contre le terrorisme. Et il avait plusieurs bonnes raisons de le faire. 3 de ses cousins sont morts dans des attentats, l'un de ses frères pendant la guerre Iran-Irak, et l'autre a été exécuté sous Saddam Hussein. Ce panneau est un exemple de notre campagne de lutte contre le terrorisme. Il s'agit de notre message pour tous les Irakiens. On l'a affiché en plusieurs exemplaires dans les rues de Bagdad. Le slogan de la campagne est « Je suis contre le terrorisme », écrit en arabe et en anglais. Mais la chose la plus importante, c'est la phrase « Non au terrorisme ». Elle est écrite dans les 4 langues parlées en Irak. En arabe, en kurde, en syriaque, la langue chrétienne, et en cunéiforme, l'ancienne langue irakienne. Pour que son association se développe, Ali sillonne Bagdad. Des centaines de kilomètres en voiture, avec à chaque mètre la peur de l'attentat. Un des grands problèmes, ce sont les embouteillages. C'est la cible principale des terroristes. Les forces de sécurité doivent le prendre en compte. Par exemple, dans la rue Karada, où on se trouve en ce moment, il y a eu plus de 35 attaques terroristes par des kamikazes et des voitures piégées. Ali rencontre les Bagdadis sur les lieux d'attentats. Il y distribue des tracts pour les faire réagir. Bonjour, désolé de vous déranger. C'est pour une campagne irakienne. Je suis irakien, je suis contre le terrorisme. Nous sommes irakiens et nous devons tous crier d'une seule voix que nous sommes tous contre le terrorisme. Mais il est où le gouvernement irakien? Un des buts de cette campagne est de nous débarrasser de ce gouvernement. C'est une bonne initiative. Bravo, on la soutient. Moi, je suis ingénieur. Je travaille pour construire mon avenir. Je ne veux pas mourir à cause d'un terroriste fou ou d'un responsable politique qui fait tout pour garder sa place au pouvoir. Il faut que le gouvernement réagisse. Mais tous les organismes de l'État sont infiltrés par les terroristes. Je suis d'accord avec toi, mais je ne parle pas que du gouvernement, je parle surtout de la société. Qu'est-ce que la société doit faire contre la violence? En tant que citoyen, on doit s'unir, mettre de côté le problème ethnique, faire des concessions. Essayer d'unir le peuple irakien pour préparer un meilleur avenir. Cette campagne est importante. Il faut l'appliquer dans toutes les régions de l'Irak. La diffuser aussi sur les chaînes de télé, sur Facebook et sur YouTube. Et à l'école, bien sûr, pour les enfants, pour leur expliquer ce qu'est le terrorisme et comment on peut lutter contre. Parce que nos enfants sont l'avenir de ce pays. Nous ne voulons pas qu'ils souffrent comme nous avons souffert. Éradiquer le terrorisme et réconcilier les communautés, Ali sait que la tâche est immense. Avec 800 morts par mois et un pays totalement à reconstruire, quel est l'avenir de l'Irak? Quel avenir pour Amer, le chiite, qui tremble quand ses enfants vont à l'école? Quel avenir pour Salim, le sunnite,
qui pleure son beau-frère abattu par les chiites. Quel avenir pour Monseigneur Pios et les chrétiens terrorisés qui fuient le pays? Quel avenir pour le colonel Khaled aux 11 proches exécutés parce qu'il est militaire? Quel avenir pour Mohamed, dont les 5 fils sont morts sous ses yeux? Après 23 années de Saddam Hussein, 10 années de guerre et 2 ans après le départ des Américains, les Irakiens survivent au jour le jour, à la merci d'une voiture piégée qui peut exploser n'importe où et n'importe quand.